Que se passerait-il si toute l'humanité venait à disparaître? L'histoire qui va suivre n'est pas celle de notre extinction. C'est celle du monde que nous laisserions derrière nous. Dans cet épisode de Terre Population Zéro, jadis l'humanité vénérait le dieu automobile. Aujourd'hui, ces routes désertées ne mènent plus nulle part. Détroit, la Motor City, s'effondre. La planète doit faire face à une crise pétrolière d'un genre nouveau. D'étranges créatures prennent possession des vastes étendues du Texas, dont un des symboles, Fort Alamo, doit, une fois encore, faire face à l'attaque d'implacables ennemis. De son côté, celle qui fut la capitale de l'industrie automobile est engagée sur une voie à sens unique qui ne peut la conduire qu'à sa destruction. Bienvenue dans Terre Population Zéro. Une heure après que nous ayons disparu, partout dans le monde, raffineries et usines chimiques continuent à produire le précieux élixir qui alimentait les moteurs de nos moyens de transport terrestres, aériens ou maritimes. Le long du canal de navigation de Houston, d'épais panaches de fumée s'échappent encore des cheminées des complexes pétrochimiques. À l'époque des hommes, 1/5 de la production de pétrole transitait par ici, afin de répondre aux besoins insatiables de la nation en carburant. Chaque jour, les États-Unis consommaient 20 millions de barils de pétrole, l'équivalent du volume d'eau contenu dans plus de 40 000 piscines individuelles. Jusque-là, tout semble bien se passer. Mais soudain, des sirènes d'alarme retentissent. Pour les raffineries, les ennuis commencent. Un problème est apparu dans un réacteur, une haute tour qui permet le raffinage du pétrole en essence. Pour alimenter en continu ces réacteurs, chaque site dispose de cuves de stockage pouvant contenir jusqu'à 76 millions de litres de pétrole. Une heure après la disparition de l'homme, une de ces cuves est déjà à sec. Lorsque les cuves s'assèchent, les conditions à l'intérieur du réacteur virent au chaos parce que ce système est conçu pour tourner en flux continu. Pour que ces réacteurs fonctionnent, le pétrole doit être chauffé à des centaines, voire des milliers de degrés. Mais sans pétrole pour l'alimenter, le réacteur transforme toute la raffinerie en une énorme bombe à retardement. Dans un monde sans hommes, il n'y aurait personne pour arranger ça et la température pourrait grimper à des milliers ou même des dizaines de milliers de degrés. Mais le réacteur n'est pas totalement vide. À l'intérieur stagnent de mortelles vapeurs d'essence, censées brûler dans des moteurs à combustion. Hors de tout contrôle, la température grimpe en flèche et des étincelles se produisent. Les vapeurs d'essence explosent. Rapidement, le feu se répand à travers les tuyaux qui relient le réacteur à une cuve d'essence déjà raffinée. Celle-ci s'embrase. Le mélange de chaleur et d'étincelles allume une seconde cuve. Une troisième suit. En quelques secondes, toute la raffinerie est la proie des flammes. Sur un site de Texas City en 2005, 15 ouvriers trouvèrent la mort et 170 autres furent blessés lorsque des vapeurs d'essence non repérées rencontrèrent l'étincelle fatale. Sur Terre, population zéro, il n'y a personne pour empêcher l'explosion de ces usines à risque. Vous pouvez avoir un incendie dans une raffinerie, puis un autre à quelques kilomètres de là, et ces feux vont en engendrer d'autres sur d'autres sites. Au départ, c'est un à la fois, et après, ça se répand de façon exponentielle. Le carburant, qui jadis propulsait l'humanité aux quatre coins de la Terre, est devenu l'initiateur d'un brasier infernal qui refuse de s'éteindre. Trois jours après que nous ayons disparu, dans le centre du Texas, un ancien compagnon de l'homme a quelques ennuis. Cet animal est un chien de la race Blue Lassie.
ce n'est pas un toutou comme les autres. Mélange de lévrier, de berger et de loup, le Lassie est né pour résoudre les problèmes. Doté d'un odorat particulièrement développé, il peut facilement retrouver toute la nourriture abandonnée par l'homme. De plus, aidé par son corps svelte et athlétique, un Lassie n'a aucun mal lorsqu'il s'agit de sauter sur le comptoir de la cuisine. Il semble qu'il ait passé la maison au peigne fin. Alors que les choix qui s'offrent à lui s'amenuisent et que son estomac commence à crier famine, le Lassie n'a plus qu'à écouter son instinct. La première chose qu'il y aura au menu, c'est des chats domestiques. Il y en aura un peu partout. Et ils sont pas bien malins. Ils vont rester dans le coin. Et je n'ai jamais eu de Lassie qui n'était pas capable de tuer un chat. Ils n'auront pas à se forcer pour les avoir. Les chats réglant la question de la nourriture, le Lassie grappille de l'eau partout où il peut en trouver. À l'extérieur, un robinet mal fermé assure pour un temps la survie du meilleur ami de l'homme. Mais ici, dans le centre du Texas, tôt ou tard, l'eau cesse de couler et notre chien doit prendre une décision. Le Lassie est fait pour travailler par temps chaud, mais il lui faut de quoi boire. Alors, une des premières choses qu'il fera, ce sera de se trouver une bonne source d'eau. Sans eau ni nourriture, le foyer de son ancien maître ne lui est plus d'aucune utilité. Le Lassie est un chien de travail, très motivé. Être un chien de compagnie, c'est pas son truc. On les a élevés pour s'occuper des porcs et du bétail sauvage. Pour un chien doté d'une énergie débordante, le centre du Texas est un paradis. La moyenne annuelle des précipitations est de 90 cm. L'eau ne sera pas un problème. Pour la nourriture, il est temps de se mettre au travail. Quatre jours après que nous ayons disparu, même Détroit, la ville de l'automobile, est silencieuse. Plus une seule voiture ne circule dans les rues de la cité qui a vu naître le concept d'automobile pour tous. Et sur l'Ambassador Bridge, qui relie la ville au Canada, les camions brillent par leur absence. Le plus haut bâtiment de l'État, le Renaissance Center, demeure désespérément vide. À 6,5 km du centre-ville, dans l'usine de distribution de l'eau située sur les rives de la rivière Détroit, quelques machines bourdonnent encore. Et ce, malgré l'arrêt de la plupart des centrales électriques du pays. Si le réseau principal venait à flancher, on passerait sur le générateur de secours. La réserve de gasoil suffit à faire tourner les génératrices pendant encore 2 jours. Malgré l'absence de main-d'œuvre, l'alimentation en eau continue à se faire. Le panneau électronique du système de contrôle continue à surveiller les 1,8 milliard litres d'eau qui circulent dans les canalisations de la ville. Mais sur la Terre, population zéro, on n'est jamais bien loin d'une catastrophe. Que se passera-t-il si personne n'est là pour ouvrir les robinets ? Si l'eau que l'on pompe dans le système n'est pas utilisée, on va finir par atteindre la capacité maximum des tuyaux. Dans le centre de Détroit, cachées sous la surface, des canalisations d'1,20 m de diamètre, datant du 19e siècle, constituent le maillon faible du réseau. À l'époque des hommes, elles ont alimenté Détroit en eau, de la toute première Ford Model T jusqu'à l'effondrement du secteur industriel, en passant par la naissance des Big Three, les 3 plus grands constructeurs auto au monde. Mais aujourd'hui, pour elles, c'est la fin de la route. Une fois complètement remplies, elles finiront par exploser. Pour aggraver les choses, le centre de Détroit est en grande partie bâti sur des terres argileuses. L'argile est imperméable à l'eau, donc dans tous les secteurs où le sol sera de nature argileuse, l'eau aura tendance à remonter à la surface. La pression va continuer à grimper et l'eau va s'accumuler et exercer une poussée sur les trottoirs et les rues, jusqu'à ce que ceux-ci se déforment et finissent par céder. Des geysers de 3 mètres de haut vont transformer les rues de Détroit en voies navigables. Sept jours après que nous ayons disparu, alors qu'au Texas, les raffineries de pétrole n'en finissent pas de brûler,
Pour les quelques 100 000 têtes de bétail de race Longhorn qui vivent dans des ranchs à ciel ouvert disséminés aux 4 coins de l'État, la situation est critique. Pour se nourrir, ces colosses de 900 kilos dépendent de leur ration de fourrage hebdomadaire. Mais l'homme n'est plus là pour refaire les stocks de nourriture. Et les fils barbelés et autres clôtures limitent leurs déplacements. Pour les Longhorn, la fin semble proche. Pourtant, ces animaux débonnaires ne semblent pas inquiets outre mesure. Si l'envie leur prenait, ces bestioles seraient capables de tout démolir là-dedans. Mais elles ont été bien élevées et elles sont dociles. En plus ici, elles manquent de rien. Et puis elles ont déjà tout ce qu'il faut pour survivre si besoin est. Les Longhorn descendent du bétail espagnol qui a fait le voyage jusqu'au Nouveau Monde dans les cales des caravelles de Christophe Colomb. C'est une race rustique qui se repaît de tout ce qui se présente. Comme vous le savez, le bétail se nourrit essentiellement d'herbes. Mais plus que les autres races, les Longhorn peuvent se satisfaire de buissons, de branchages de feuilles. Elles mangeront n'importe quoi pour survivre. Elles ont aussi une paire d'armes secrètes. Enfin, secrètes, c'est vite dit. C'est pour ça qu'elles ont ces cornes. C'est pour se protéger contre les coyotes, les loups et les ours. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui oseraient se frotter à des cornes comme celle-là. Prises individuellement, les Longhorn ont réussi à survivre à ces premiers jours en dehors de toute présence humaine. Mais cela ne signifie pas pour autant que leur race soit sauvée. Sur la Terre population zéro, les changements commencent à sérieusement affecter le Texas. Alors que les incendies dus aux raffineries de pétrole continuent de s'étendre, la ville de San Antonio fait face à un péril mortel. Pendant ce temps-là, la faune locale prospère dans les endroits les plus inattendus. Deux mois après que nous ayons disparu, les réserves de gaz et de pétrole ne sont toujours pas épuisées. Une tempête de feu apocalyptique continue à faire rage le long du canal de navigation de Houston. À l'époque de l'homme, plus d'1 million de barils de pétrole brut étaient raffinés chaque jour dans cette partie du Texas. Un volume supérieur à celui de n'importe quel autre État du pays. À 320 km plus à l'ouest, sur l'autoroute 10, se dresse la ville de San Antonio et son célèbre édifice, Fort Alamo. Tout près de là, la rivière San Antonio coule paisiblement le long du Riverwalk abandonné. À l'époque de l'homme, c'était ici que les habitants de la ville aimaient venir pour se retrouver entre amis. Aujourd'hui, des ensembles de bureaux jadis actifs et des hôtels désertés regardent les péniches vides qui semblent attendre des voyageurs qui ne viendront jamais. C'est en grande partie cette rivière qui a créé la ville de San Antonio. Depuis des siècles, cette voie d'eau attire les hommes. Les Indiens d'Amérique qui vivaient ici appelaient l'endroit eau vivifiante. Mais sur la Terre population zéro, les choses sont sur le point de changer. Il y a eu de gros travaux effectués ici. On a redressé le cours de la rivière, on a installé des structures anti-inondation. Mais aujourd'hui, le sort de la ville dépend des caprices de la météo, et en particulier des chutes de pluie. Ce qui, malheureusement, est un phénomène commun dans cette région. Les États du Midwest des États-Unis ont l'allée des tornades. Ici, on a l'allée des inondations. Elle s'étend tout au long de l'autoroute 35 de Dallas à San Antonio. Dans cette partie du pays, de l'air chaud et humide en provenance du golfe du Mexique entre en collision avec des masses d'air froid et sec descendant du nord. Ces conditions météorologiques favorisent les épisodes de pluie torrentielle sur le centre du Texas. Résultat, au palmarès des records du monde de taux de précipitation en 48 heures, 6 records sur 12 ont pour origine l'allée des inondations. Sur la Terre population zéro, c'est le secteur du Riverwalk, tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui sera la victime du premier épisode pluvieux qui touchera la région. Les bâtiments bordant le Riverwalk sont au même niveau que la rivière, soit quelque chose comme 4,50 m plus bas que les rues environnantes. À l'entrée du Riverwalk, là où la rivière San Antonio pénètre dans le centre-ville, une porte d'écluse de 3 tonnes monte la garde. Ce que vous voyez là, ces sortes de glissières dans le mur, ce sont les sillons dans lesquels la porte viendra s'engager en descendant. La porte est juste au-dessus de nous, en position ouverte. Mais sur la Terre population zéro, il n'y aura plus personne pour l'abaisser en cas de forte pluie.
En 1921, une tempête de pluie soudaine ensevelit le centre-ville sous 3 mètres d'eau, faisant 50 morts. Derrière moi, vous pouvez voir que la surface de la rivière n'est qu'à 10-15 cm des trottoirs. En clair, il n'y aurait pas besoin d'une très grosse pluie pour faire grimper le niveau des eaux suffisamment haut pour inonder les cafés, les hôtels et les ensembles de bureaux. Pendant ce temps, non loin de là, Fort Alamo, le plus vieux bâtiment de la ville, attend en silence que commencent les hostilités. Trois mois après que nous ayons disparu, les raffineries de pétrole de Houston sont finalement à court de carburant. Et comme toutes les autres raffineries de la planète sont hors d'usage, les 1,2 milliard de barils de pétrole brut qui dorment encore sous la surface de la Terre ne pourront plus jamais être utilisés pour faire fonctionner la moindre machine créée par l'homme. Mais dans les territoires broussailleux du centre du Texas, notre Blue Lassie, qui a retrouvé son indépendance, ne semble pas souffrir de l'absence de l'homme. Et puis, il n'est pas tout seul. Ces chiens ont l'esprit d'initiative. Et ils ont découvert que le centre du Texas abondait en nourriture. Il y a de fortes chances pour que le Lassie commence par s'en prendre aux cochons sauvages. À l'époque de l'homme, 2 millions de cochons sauvages écumaient la campagne texane. Mais sans chasseurs pour la réguler, leur population s'accroît rapidement. Chez le cochon sauvage, il faut 3 mois, 3 semaines, 3 jours pour avoir des petits. Leur nombre va doubler tous les 4 mois. Et il peut avoir 13 petits par portée. Ça va faire un paquet de cochons. Le comportement grégaire des cochons va réveiller l'instinct de la chasse chez le chien. Prenez le labrador, par exemple. Ça fait 10 générations qu'on l'élève pour être un chien de compagnie. Il n'a pas l'instinct du prédateur. Il ne sait pas comment s'y prendre pour attraper une proie. Le Lassie, l'instinct du prédateur, il l'a et il ne va pas se gêner. Il sait très bien comment tuer un animal. Seul, un Lassie n'est pas assez costaud pour s'en prendre à un porc pouvant peser plus d'une centaine de kilos. Mais en meute, rien ne peut les arrêter. Avec une réserve de nourriture apparemment inépuisable, l'avenir s'annonce radieux pour le Lassie. Six mois après que nous ayons disparu, un autre habitant du Texas apprécie le nouvel ordre mondial. C'est le tatou à 9 bandes, ou tatou commun. Son armure faite de plaques osseuses et d'un cuir épais est conçue pour le mettre à l'abri de tous les prédateurs, tous sauf un. À l'époque de l'homme, pour le tatou, l'ennemi numéro 1, c'était la circulation. D'innombrables voitures, des camions rugissants déboulant sans crier gare. Autant de dangers que l'instinct du tatou n'avait jamais appris à gérer. En général, le tatou va avoir tendance à sauter en l'air. Ce réflexe qui les pousse à bondir, parfois jusqu'à plus d'1 mètre de haut, se révèle très utile avec la plupart des prédateurs que la chose a tendance à surprendre et à effrayer. Mais quand l'attaquant est une voiture lancée à toute allure, la rencontre se solde en général de façon tragique. Si la route est un piège mortel pour les tatous, alors aucun État dans le pays n'est plus dangereux pour lui que le Texas. Son réseau routier s'étend sur 128 000 km, soit près de 5 fois le tour de la planète. Débarrassé une bonne fois pour toutes des voitures, le tatou est le roi et la route est son royaume. À partir du moment où l'être humain aura disparu, l'habitat naturel du tatou ne va pas cesser de s'étendre. Les cités abandonnées par l'homme sont autant de nouveaux territoires à explorer. Et pas question de se limiter au Texas. Même à l'époque de l'homme, les tatous s'aventuraient déjà au cœur de la Floride, patrouillaient vers l'ouest et le Nebraska, et remontaient au nord, jusque dans le sud de l'Illinois. Seules les rigueurs du climat pouvaient mettre un frein à leur progression. Ils se sont épanouis ici, au Texas, parce que c'est une région où les hivers sont doux. Ils n'ont pas des masses de poils pour leur tenir chaud, alors c'est important pour eux que les températures ne descendent pas en dessous de 0. Aussi longtemps que le climat restera clément et que les voitures demeureront au garage, le tatou s'en sortira comme un chef sur une terre population 0.
25 ans après que nous ayons disparu, le climat extrême de Détroit commence à avoir de lourdes conséquences sur l'aspect de la ville. Pour les bâtiments, le climat de Détroit est extrêmement difficile. Des étés caniculaires, des hivers rigoureux, il y a des alternances de gel, de dégel, il y a du vent et de la pluie, de la glace. Comme on est tout au bord de la rivière, il y a évidemment un fort taux d'humidité dans l'air. Et puis c'est un endroit très dégagé, forcément le vent peut souffler très très fort. À l'époque de l'homme, le Renaissance Center symbolisait l'industrie qui avait fait connaître à la ville de Détroit un véritable âge d'or. Dans la cité où les chaînes d'assemblage modernes d'Henry Ford avaient permis l'avènement de la voiture pour tous, son petit-fils avait lancé la construction du Renaissance Center, qui deviendrait le quartier général de la Ford Motor Company. 2 décennies plus tard, le complexe dans son entier, comprenant la tour centrale de 73 étages, le plus haut bâtiment de tout le Michigan, avait été racheté par General Motors, un géant qui à une époque régnait sur l'industrie automobile de la planète. Le Renaissance Center est un exemple typique des conceptions architecturales de la fin des années 60, début des années 70. C'est en gros une charpente en acier, avec autour une enveloppe presque entièrement faite de verre. Les châssis qui encerclent les fenêtres, l'ossature en acier qui soutient l'édifice, et le verre se contractent, se dilatent et vibrent chacun de différentes façons. Le résultat, c'est qu'au point de jonction, il y a un petit peu d'usure. Après 25 années sans intervention humaine, l'atrium du Renaissance Center s'est changé en forêt. Et si les palmiers décoratifs ont disparu, des espèces indigènes telles que le noyer blanc d'Amérique ou le chêne géant ont pris possession des lieux. Du moment que le bâtiment leur procurera une forme d'abri, des espèces animales et végétales viendront s'y installer. On aura des chiens sauvages. Des loups et des gloutons s'établiront dans les lieux. On verra naître tout un écosystème. Après 25 ans sans entretien, certains quartiers de Détroit sont en ruine. À quoi ressemblera la ville 40 ans après la disparition de l'homme? Nous en avons une assez bonne idée, car dans ces endroits désolés, ces choses se sont déjà produites. « 40 ans après que nous ayons disparu, Détroit n'est plus qu'un champ de ruines. Pour certaines parties de la ville, cette vision du futur trouve un écho dans le passé. Un passé où un exode massif de la population a signifié la fin pour des pâtés de maisons jadis peuplées et l'abandon pour des usines autrefois florissantes. De 1900 à 1930, l'industrie automobile en plein essor a été le moteur de la croissance de Détroit. La population de la ville a grimpé en flèche, multipliée par 5. Elle a fini par atteindre le chiffre de 1 500 000 habitants. Les usines Packard, à l'abandon depuis plus de 40 ans. Ce site, comportant 47 bâtiments hauts de 5 étages, est un triste rappel de cette industrie qui autrefois injectait un fluide vital dans les artères de la cité. Packard, un nom jadis synonyme de luxe. Une marque connue pour ses cabriolets et ses limousines. Mais le public a un jour cessé d'acheter ce genre d'automobile. Roulant sous le poids des dettes, Packard s'est vu obligé de mettre la clé sous la porte. Et voici ce qu'en l'absence de l'homme, la nature a réussi à accomplir en à peine 40 ans. Ça fait 40 ans que les gens ont déserté ces lieux. Depuis, les plantes et les animaux ont eu le temps de les coloniser. Même le toit des usines se transforme lentement en forêt. Regardez ces arbres qui poussent contre le mur. Comment est-ce qu'ils ont pu arriver là? Eh bien, en gros, des graines transportées par le vent sont venues se nicher dans les fissures qui se créent de façon inévitable à l'endroit où les murs et la chaussée se rencontrent. Là, on a des solidages. C'est ce qu'on appelle une espèce pionnière. Elle est très ancienne. Elle vient de temps très reculés. Et comme tous les jardiniers le savent, elle pousse pratiquement partout.
Sans la protection des fenêtres, l'intérieur commence à ressembler à l'extérieur. Là, on est au 5e étage de ce vieux bâtiment. Ce qu'on a sous les yeux, là, c'est le plancher en bois d'origine. Comme vous pouvez le voir, il se gondole vers le haut. Pendant tout l'hiver, le bois s'est gorgé d'eau, ce qui a eu pour effet de le faire gonfler. En dessous de cette couche de bois se trouve un peu de ce qu'on pourrait considérer comme de la terre. On en voit ici. On en voit là. Et là aussi. En clair, ce qu'il se passe, c'est que le vent dépose cette terre à l'intérieur. Dans 30 ou 40 ans, la majeure partie de ce bois aura disparu. Ce qu'on trouvera à la place, ce seront de gigantesques plates-bandes. Ici, de jeunes arbres prennent racine, là où jadis des ouvriers assemblaient des moteurs de Packard. Et là, c'est de la mousse qui commence à coloniser les planchers. Pendant ce temps-là, les rigueurs du climat continuent de saper les fondations de l'usine. Le mur du hall d'entrée lui-même, avec le temps et principalement sous l'action du gel et du dégel, a fini par se déformer et a bougé un peu dans ce sens-là. Et en faisant ça, il a fini par fissurer cette butée. Cette butée est en fait une sorte de cloche faite de fonte très résistante. Maintenant, si on regarde l'autre côté de l'entrée, on a ce qui finira forcément par arriver. Et on a une idée de l'épaisseur de la butée. Je ne sais pas si vous imaginez qu'il a simplement suffi qu'un peu d'eau et qu'un peu de glace pénètrent là-dedans pour que la fonte se fende et que la butée finisse par éclater totalement. Ce qu'on voit là, c'est que cette cloche en fonte a fini complètement détruite à cause d'une simple fissure. Le passage des saisons n'a pas été plus clément pour les maisons autrefois entretenues par leurs occupants. Démunis face à la concurrence des constructeurs automobiles étrangers, 1 million d'habitants quittent les zones résidentielles entre 1950 et 1980. Ils laissent derrière eux des quartiers entiers vides de tout habitant. Sur les 354 km² de bâtiments qui constituaient la ville, 155 sont totalement à l'abandon. Il ne reste plus que d'affreux vestiges d'une élégance depuis longtemps disparue. Ce bâtiment derrière moi est inhabité depuis près de 40 ans. Le climat rigoureux de Détroit a contribué à accélérer la détérioration de l'ensemble. Dans le cas présent, c'est l'alternance du gel et du dégel au cours de l'hiver et les fortes pluies survenues tout au long de l'année qui ont fini par avoir raison de lui. La dégradation de cette structure de briques et de mortier s'est effectuée du haut vers le bas. La météo, et particulièrement la pluie qui est entrée par le toit, sont responsables de ce délabrement. Ce qu'on a devant nous, en fait, c'est un bâtiment fait de murs de briques très solides. L'eau s'infiltre dans les briques. Elle se contracte et se dilate en fonction des périodes de gel et de réchauffement, et elle finit par les désolidariser de la façade. 75 ans de plus, et ce bâtiment ne sera plus qu'un monceau de décombres méconnaissables. Encore un siècle, et il n'en restera strictement plus rien. Les briques et le mortier ne sont rien de plus que de l'argile et du calcaire, en gros comme le sol des environs. Il faudra faire appel à un expert pour déterminer qu'une maison se dressait ici. Il ne faut pas longtemps pour qu'un bâtiment se détériore dans des conditions climatiques aussi rudes. Cette école n'est abandonnée que depuis 2 ans. La diminution de la population entraîne la baisse du nombre d'enfants scolarisés, ce qui provoque la fermeture de nouvelles écoles. 2 étés et un hiver à Détroit ont suffi pour causer des dégâts d'une telle ampleur. Cette peinture est censée être un revêtement d'intérieur. Elle n'est pas faite pour supporter un tel taux d'humidité, ni pour encaisser de tels changements de température. Ce plafond est fait de plâtre. La raison pour laquelle il s'est effondré, ou au moins une des raisons, c'est en grande partie l'eau qui vient de la salle de classe située au-dessus. Maintenant, dans les années à venir, le reste du plafond va suivre le même chemin. Une des choses qui va se produire, c'est que la poudre de plâtre va agglomérer la poussière et retenir des graines. En soi, le plâtre n'est pas une substance nutritive, il ne pourra pas nourrir de plantes, mais ça pourrait faire un bon point de départ.
Bien que semblant à l'origine minime, la menace constituée par les plantes est on ne peut plus réelle. Même un fort texan, pourtant jadis solide et imposant, ne peut rien contre cette armée en marche. « 50 ans après que nous ayons disparu, Détroit, la ville sur laquelle régnaient autrefois les trois géants de l'automobile, tombe en poussière. Cette cité, capable de produire 15 millions d'automobiles par an, en est réduite à regarder ces mêmes voitures rouiller et pourrir sur place dans les rues. Sur la plupart d'entre elles, les pneus sont à plat. Mais le caoutchouc et les matières synthétiques, eux, dureront encore des siècles. Mais il ne faudra guère plus de 25 ans au climat implacable de Détroit pour réduire cette auto à l'état de squelette. À 2500 km de là, San Antonio. Les pluies répétées ont provoqué de nombreuses inondations le long du Riverwalk. Dressés sur des fondations détrempées, les bâtiments prennent d'étranges poses. Le sable et le limon envahissent les lieux. J'appelle ça la mort à petit feu. Ça se passe lentement, ça se passe de manière insidieuse. C'est à l'image de la rivière. Elle ne coule pas très vite, mais elle va déborder encore et encore, apportant à chaque fois avec elle plus de limon, plus de sable, et pour finir, tout le secteur en sera recouvert. Les bâtiments s'enfoncent là-dedans. L'ennui, c'est qu'ils s'enfoncent de travers. Au bout du compte, l'inclinaison est trop importante pour un des édifices. Il s'effondre dans la rivière qu'il surplombait autrefois. Pendant ce temps, juché sur son perchoir à l'abri au-dessus du niveau de la rue, Fort Alamo semble ne pas craindre le passage du temps. Pourtant, son enceinte est déjà victime d'un ennemi venu de l'intérieur. À l'époque de l'homme, d'immenses chênes verts dominaient déjà la cour du fort. On a de nombreux chênes ici. Ce sont des arbres qui ont tendance à devenir immenses, leurs ramures s'étendent en éventail. Du fait de leur poids, leurs branches s'inclinent vers le bas et elles finissent par prendre appui sur le sol. Sans l'intervention de l'homme pour orienter leur croissance, ces branches partiront à l'assaut des murs d'Alamo et les détruiront. La branche que vous voyez derrière moi fait partie de celle qu'on a dû étayer à l'aide d'un support en fer pour la tenir à l'écart du sol. Sans les jardiniers qui assurent un élagage régulier de ces arbres, les branches continueraient à s'étendre et finiraient par écraser les murs sous leur poids. Comme tous les chênes, ceux-ci sèment aussi leurs glands, ce qui attire les animaux des alentours qui aident à disséminer les graines. Après être tombé voilà plus de 2 siècles sous les coups des soldats mexicains, Fort Alamo doit cette fois-ci faire face à l'attaque d'une armée végétale, avec à la clé la certitude d'une défaite. « 150 ans après que nous ayons disparu, long de 563 mètres, l'ambassadeur Bridge de Détroit était lors de son inauguration en 1929 le plus long pont suspendu au monde. Il reliait la ville à la province canadienne de l'Ontario. À l'époque de l'homme, il s'agissait du point de passage le plus fréquenté entre les États-Unis et le Canada. Un quart des marchandises échangées entre les deux pays transitaient par ici. Cela incluait bien sûr les pièces automobiles. Mais lorsque les suspentes verticales commencent à céder, il est clair que plus aucun fret ne passera par là. Ces câbles verticaux ou suspentes sont sans cesse exposés au vent, aux intempéries. Et bien évidemment, ils vibrent pas mal sous l'effet des rafales. C'est une partie du pont sujette à l'usure, et un des plus gros soucis pour les gens qui s'occupent de l'entretien de ces ponts suspendus. Mais sur la Terre, population zéro,
il n'y a personne pour réparer les câbles de suspension qui s'effilochent. Les points faibles de l'ensemble se situent à la base de ces suspentes. En fait, à l'endroit où le câble s'attache au tablier du pont. L'extrémité supérieure des suspentes est reliée à un des deux énormes câbles horizontaux, dits câbles porteurs. Il ne faut pas moins de 47 taurons d'acier entrelacés, chacun d'un diamètre de 30 cm, pour former un de ces gigantesques câbles. Lorsque plusieurs suspentes commencent à céder, on observe une modification de la forme du câble porteur qui soutient tout l'ensemble de l'ouvrage. C'est dû au fait que sur la longueur, le poids total qu'il doit supporter n'est plus régulièrement réparti. Une nouvelle suspente se brise net, et c'est toute une section du tablier qui s'en va s'écraser dans la rivière. Un fossé de 45 mètres de long vient de se creuser sur la route qui mène au Canada. Il ne faut que quelques secondes aux autres sections du pont pour faire le grand saut. Au cours du siècle suivant, la roue du progrès continue à tourner à l'envers. Et Détroit, la citadelle des monarques de l'automobile, se désintègre. « 150 ans après que nous ayons disparu, un peu en amont des restes de l'Ambassador Bridge, la tour centrale du Renaissance Center est toujours debout, écrasant de sa taille les bâtiments qui l'entourent. Privée de fenêtres, la structure est incapable de retenir la chaleur des rayons du soleil. Il y a eu pas mal de dégâts à l'intérieur. Au cours de l'hiver, pas mal de glace s'est amoncelée et le soleil ne peut plus réchauffer le bâtiment du fait de la disparition de la quasi-totalité des vitrages. Un des étages supérieurs finit par jeter l'éponge. Et le reste de la tour centrale s'effondre, entraînant dans sa chute un des édifices qui l'entouraient. « 200 ans après que nous ayons disparu, sur le squelette de l'Ambassador Bridge, ce sont les câbles porteurs qui supportaient l'ensemble du pont qui, ironiquement, vont devenir les artisans de sa destruction finale. Ces deux énormes câbles sont ancrés des deux côtés sur les deux rives. Et une fois que le tablier du pont aura disparu, la tension sur les câbles sera déséquilibrée. Les grands pylônes verticaux qui les soutiennent vont commencer à s'incliner vers les rives de la rivière. Leurs sommets vont avoir tendance à s'écarter et la tension sur leur structure va être énorme. Les pylônes finissent par céder et les derniers vestiges de cette grande voie de communication disparaissent. À San Antonio, la rivière a fini par engloutir la ville. Tout le secteur du centre-ville de San Antonio n'est plus qu'un ensemble de collines basses, avec ça et là quelques vestiges de bâtiments. Fort Alamo est toujours là, mais le vieil ouvrage tient à peine debout. Comme ce fut le cas pour les temples de pierre de la cité d'Angkor Wat, la croissance incontrôlée des végétaux s'est refermée sur ses murailles et les tiennent dans une étreinte mortelle. Il n'y a plus personne ici pour se souvenir de Fort Alamo. Et plus important, il n'y a plus personne pour panser ses plaies. Alors que le fort retourne à la poussière, une autre icône du Texas continue le combat. Après avoir retrouvé la liberté et les grands espaces, les Longhorns découvrent que l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Dans les années 1800, elles avaient déjà réussi à échapper aux griffes des missionnaires espagnols. Ces animaux ont évolué pour devenir des bêtes capables de survivre seules. Leurs pattes se sont allongées, leurs sabots sont plus forts, ça leur permet de se déplacer sur de longues distances pour trouver de l'eau et de la nourriture. Dans leur vie avant la disparition de l'homme, les Longhorns avaient acquis des caractères génétiques
qui leur sont aujourd'hui particulièrement utiles. Même aujourd'hui, on n'a pas besoin de vétérinaires. Elles sont extrêmement résistantes aux maladies. C'est ce qui fait qu'elles sont capables de s'adapter sans aide humaine. Sur la Terre, population zéro, la plupart des vaches laitières ou des vaches dites à viande moururent rapidement, incapables qu'elles étaient de donner naissance sans une assistance humaine. Les Longhorns n'ont pas ce problème. À peine touché le sol, les veaux commencent à courir. Alors si aujourd'hui il y a un animal capable de survivre sans l'homme, c'est la Texas Longhorn. Elle a déjà prouvé qu'elle en était capable. Aujourd'hui, 2 siècles après la Terre population zéro, elle se compte par dizaines de millions, comme c'était le cas dans les années 1800. Mille ans après que nous ayons disparu, sur les berges de la rivière Détroit, voici ce qui reste de la capitale de l'automobile. Des marécages, surplombés de gigantesques chaînes. Dans la cité qui a vu naître le révolutionnaire moteur V8, le SUV et les pick-up trucks, le son des échappements rugissants est depuis longtemps oublié. Mais il existe encore un endroit où on peut contempler un véhicule fabriqué aux États-Unis. À plus de 320 000 km de Détroit, 3 Jeeps lunaires sont toujours fidèles au poste. Souvenir de 3 des missions Apollo. Elles sont demeurées intactes, comme neuves. À la différence de l'atmosphère terrestre, l'environnement lunaire n'attaque pas la technologie de l'homme. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'air, pas de catastrophe géologique, donc tout ce qui se trouve à la surface de la Lune survivra au passage du temps. Et tous les vestiges laissés par les missions Apollo demeureront en parfait état. Tout ce qu'il reste d'une civilisation jadis grouillante de milliards d'autos et de camions, ce sont ces reliques immobiles. Sur la Terre, population zéro, tout n'est que calme et silence.